Si vous prenez l'investissement des entreprises américaines, le taux d'investissement explose pour tout ce qui est tout ce qui est lié au secteur technologique, mais recule dans tout ce qui est autres investissements. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de Téléfinance pour cette édition du 23 octobre 2025 et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure donc d'ouvrir notre page économie avec Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup Christian Parizeau d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes président d'Altair Economics avec nous pour nous aider à décrypter, à comprendre l'actualité économique, macroéconomique, microéconomique. Christian, on va commencer avec ça. Même si c'est à court terme, eh bien leur recul. Les rendements américains à 10 ans sont repassés sous la barre des 4%. Est-ce que ce sont des signes annonçateurs d'un nouveau rallye sur les indices actions ? Alors, c'est vrai que c'était compliqué de justifier une très forte hausse de l'or avec des marchés actions qui étaient au plus haut. Alors, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que généralement, l'or, c'est un actif refuge. Donc, est-ce que dans cette baisse de l'or, ça traduit un appétit pour le risque de la part des investisseurs? On pourrait être tenté de le croire. Maintenant, il faut faire quand même attention parce que l'or a beaucoup progressé depuis le début de l'année. Il y a des éléments structurels qui font monter l'or. Alors, l'or n'a pas de fondamental, c'est clair. La seule valeur qui fait que l'or est recherché, c'est que c'est en quantité limitée, qu'il y a une convention comme quoi c'est un actif refuge. Et donc l'or a beaucoup monté sur plein de thématiques différentes au cours des derniers mois. L'idée qu'on avait un dollar qui allait s'affaiblir, qui est un petit peu moins vrai. Maintenant, le dollar a tendance à se stabiliser, voire à légèrement s'apprécier sur les dernières séances. On a l'idée que les banques centrales allaient continuer d'acheter l'or. La dédollarisation de l'économie mondiale va se poursuivre. Donc ça reste quand même un élément qui devrait encore soutenir l'or en tendance, mais ça, c'est pas lié du tout à des phénomènes de court terme. Et puis, alors juste à titre d'illustration, là, les sanctions à l'encontre de la Russie va sûrement accentuer aussi le commerce grâce à l'or, puisqu'on sait que la Russie paye de plus en plus ses importations grâce à de l'or aussi. Donc, il y a une sorte d'élément un peu de tendance de long terme. Et puis, à très court terme, on avait cette idée que quand même, on avait une volonté des gérants d'augmenter un peu le poids de l'or dans leur portefeuille. Et ça, on avait eu différentes enquêtes auprès des gérants qui montraient une volonté de diversification et peut-être de réduire un peu l'exposition en dette souveraine, parce que tout le monde en parle en ce moment, du risque souverain, du risque d'endettement des États. Et donc, pas forcément, on ne peut pas délaisser la dette américaine, mais peut-être une volonté de diversification et d'augmenter la poche en or. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, plus les risques géopolitiques, les incertitudes économiques, tout ça pouvait nourrir un peu l'or. Là, on a eu un recul assez violent. Mais il faut dire que l'or avait tellement monté, donc on sent qu'il y a quand même eu des prises de bénéfices. Et donc finalement, est-ce que cette baisse de l'or traduit réellement un appétit pour le risque? On voit que c'est dilué dans plein d'explications diverses et qu'on n'a pas un seul point qui peut le justifier. Donc il y a encore quelques mois, je vous aurais dit, une baisse de l'or comme ça, c'est un signal positif pour les actifs risqués. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt un signal de prise de bénéfices sur l'or qui avait monté sur pas mal d'éléments. On souffle un peu au niveau de l'or, mais c'est pas forcément un signal pour d'autres marchés. En tout cas, il faut faire très attention, à pouvoir quand même surveiller très clairement l'or dans les prochains mois. Mais moi, je pense qu'il faut être plus sensible à ce que va dire la Banque centrale américaine la semaine prochaine, plus sensible par rapport aux taux courts, à comment vont évoluer les taux courts, parce que ce que jouent vraiment les plus haussiers sur Wall Street, c'est plutôt le fait qu'on quitte les fonds monétaires pour aller vers les actifs plus risqués que serait la bourse. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on manque, on le voit, on s'essouffle un peu sur la bourse américaine. Et donc, on espère encore un petit signal au niveau de la Banque centrale américaine pour véritablement inciter des arbitrages massifs. Et l'arbitrage massif, ce sera plutôt, à mon avis, du monétaire vers les actions qu'un signal véritablement que nous enverrait l'or. Parce que je suis pratiquement convaincu que l'or va repartir à la hausse dans les prochaines semaines et indépendamment de ce que fera la bourse dans les prochains mois. Ce même si, alors j'ai lu quelque part qu'on pouvait peut-être attribuer cette baisse de l'or au nouveau discours des grandes institutions bancaires et financières mondiales qui ont révisé leur discours à l'endroit de leur perspective de croissance américaine, puisque désormais la résilience est un mot très clairement affiché. Le FMI a revu à la hausse sa prévision de croissance pour l'exercice 2025 pour les États-Unis. On peut pas attribuer cette baisse-là à finalement un regain de confiance dans l'économie américaine, dans la trajectoire de l'économie américaine.
Alors, ça peut jouer sur la perception des risques. Je suis d'accord qu'on n'a pas un signal aujourd'hui. Même les personnes peut-être les plus pessimistes sur 2026 ne vous disent pas qu'il va y avoir une récession aux États-Unis ou ne vous annoncent pas une économie mondiale qui ralentirait fortement, qui va ralentir, mais quand même pas fortement. Hein, et on n'est pas sur des scénarios économiques très négatifs, mais pas non plus sur des scénarios économiques très positifs non plus, hein, qui pourraient justifier qu'on aille tout mettre sur les actions américaines qui sont déjà très chères. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a le sentiment que l'économie mondiale, l'économie américaine s'est montrée particulièrement résiliente face à tous les chocs que l'on a eus. Hein. On a eu les incertitudes géopolitiques, on a eu les droits de douane. On voit que les droits de douane finalement ont un impact relativement limité pour le moment sur l'économie. Donc je dirais qu'il y a ces éléments-là, mais je pourrais vous dire aussi qu'il y a quand même quelques petits éléments, hein, on aurait dit dans les années 80 quelques gremlins hein, qui aujourd'hui font un petit peu peur, qui pourraient perturber tout ça. Alors dans les éléments négatifs, on pense notamment à ce qui se passe au niveau des banques américaines, des banques qui ont pris le plus de risques, ont prêté, hein, notamment sur des actifs, sur des prêts à risque, notamment sur les crédits automobiles subprime où on a vu les taux de défaut monter. Donc il y a quand même quelques incertitudes sur l'économie américaine. On est en plein shutdown, faut le rappeler quand même. Hein. On a l'administration américaine qui est fermée et on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne sait pas trop le mesurer, mais ça va avoir des impacts économiques, ça va avoir des impacts peut-être court terme, vous allez me dire, mais ça aura des impacts sur la croissance américaine. Et puis au niveau géopolitique, c'est loin d'être très clair. Hein. Si vous prenez aujourd'hui la situation au Proche-Orient, c'est loin d'être stabilisé. La guerre en Ukraine aussi. Hein. Donc il y a encore pas mal d'éléments d'incertitude. Hein. Donc certes, le scénario n'est pas trop noir parce qu'on a vraiment une économie qui est résiliente, qui a bien résisté à de nombreux éléments négatifs hein, et d'incertitude. Mais attention quand même, le scénario économique reste très ouvert. Hein, on peut dire entre ceux qui sont sur un scénario de stagflation aux États-Unis et ceux qui vous promettent une croissance exceptionnelle aux États-Unis grâce aux investissements autour de l'intelligence artificielle, il y a vraiment encore pas mal de scénarios possibles pour les prochaines années. Donc moi, je pense que la réaction de l'or, c'est plus une réaction de court terme qu'une réaction aux prévisions du FMI, qu'un changement de scénario sur les marchés. C'est vraiment des prises de bénéfices. On avait beaucoup monté. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours une demande qui est insensible au prix. Hein. C'est la volonté des banques centrales de diversifier leurs réserves d'or en or. Et je dirais que là, le recul de l'or va sûrement accélérer les achats, notamment de la Banque centrale de Chine. Donc je ne suis pas très inquiet sur ce mouvement-là. Ok, Christian, on va rester sur ce que vous appelez, sur les incertitudes autour de la croissance américaine, ces fameux gremlins dont vous parlez. Il y en a un qu'on est tout à fait capable de mesurer, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur la croissance américaine. On dit que, sans l'intelligence artificielle, la croissance du PIB aux États-Unis au dernier trimestre n'aurait été que de 0,1%. C'est gigantesque. Par la force des choses, au cours de l'été, au retour de l'été, vous étiez avec nous, vous nous aviez dit que selon une étude du MIT, seuls 4% des investissements dans l'intelligence artificielle sont rentables. Christian, on parle très clairement de bulle de l'IA. D'où l'éclatement va venir de cette bulle? Alors c'est compliqué aussi là de parler. Alors de bulles, on les voit que quand elles éclatent. Alors on est tous très inquiets parce que ce qui m'inquiète plus, moi finalement, c'est peut-être pas cette croissance dans l'IA, mais le fait qu'on a une économie américaine qui est de plus en plus dépendante de ce cycle autour de l'IA. Alors après, il y a plein de gens qui vont vous écouter, qui auront des avis très tranchés sur l'IA. Il y en a qui vont vous dire que c'est une révolution technologique. Je ne nie pas hein, cette révolution technologique. Donc oui, c'est une réalité économique, hein, puisqu'on voit qu'il y a des investissements aujourd'hui. Si vous prenez les dernières conférences call hein, des entreprises américaines lorsqu'elles ont présenté leurs résultats, même que vous preniez Coca-Cola, vous preniez General Motors, vous preniez toutes les banques américaines qui ont publié leurs résultats, elles nous ont toutes dit qu'elles investissaient en ce moment dans l'IA, qu'elles investissaient pour améliorer, déjà pour limiter la hausse des coûts, et ça c'est pas forcément un bon signal, mais en gros elles cherchent dans l'IA des gains de productivité et elles cherchent à maintenir leur marge grâce à ces investissements dans l'IA, et que globalement, la priorité de toutes les entreprises américaines est aujourd'hui d'investir dans l'IA pour justement améliorer leur productivité et abaisser leurs coûts. Donc c'est une réalité économique, hein, c'est pas une bulle qui est venue comme ça sans rien. Mais la vraie question, à mon avis, elle n'est pas de savoir si c'est une bulle ou pas. La vraie question, c'est est-ce que c'est pas un élément de risque? Alors on a plein de chiffres hein, qui le montrent. C'est-à-dire qu'on a une croissance américaine qui est de plus en plus concentrée sur des secteurs qui vont très bien
et ce sont des secteurs autour de l'IA. Regardez encore les dernières statistiques de ce matin de Taïwan. Taïwan révise à la hausse la croissance du PIB, mais c'est que lié au secteur et à la production de puces pour destiner à l'IA. Donc on a le commerce mondial qui se maintient, mais si vous retirez tout ce qui est lié aux échanges autour de l'IA, eh ben vous êtes sur quelque chose qui se contracte. Si vous prenez l'investissement des entreprises américaines, le taux d'investissement explose pour tout ce qui est tout ce qui est lié au secteur technologique, mais recule dans tout ce qui est autres investissements. Pas plus tard qu'hier soir, IBM sort de très bons résultats, carnet de commandes qui explose pour tout ce qui est à l'IA, mais tout ce qui est activité de conseil, tout ce qui est infogérance est en train de véritablement ralentir fortement. Donc vous voyez, vous êtes sur une dichotomie. Alors en économie, on appelait ça une croissance en K. Deux barres. La barre du haut, ce sont les secteurs qui vont bien. La barre du bas, ce sont ces secteurs qui vont très mal. Et toute la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il y a une bulle autour de l'IA, mais c'est est-ce que finalement la concentration de cette croissance autour d'une thématique, et encore une fois, je ne remets pas en cause la thématique et je ne parle pas que c'est complètement déraisonnable, même si sur la bourse, on a peut-être des niveaux de valorisation qui peuvent paraître étonnamment élevés. Mais au-delà de ça, c'est pas ça le vrai problème. C'est qu'on concentre la croissance et la performance boursière sur ces quelques secteurs, sur ces activités qui vont très bien, c'est un fait. Mais de l'autre, on a une économie américaine qui se dégrade. Et vous en avez eu l'illustration dernièrement avec les craintes autour des banques commerciales américaines, ces petites banques qui font des prêts, et on a vu qu'il y a eu 2 faillites retentissantes. Et on voit que ces faillites ne font que traduire le fait qu'on est bien dans une économie en K, en croissance en K. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui commencent à véritablement péricliter. On a des ménages qui ont des fortes hausses de revenus. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. On a un graphique que l'on peut faire où on voit l'évolution des salaires. Les salaires sur les ménages les plus aisés, les ménages qui ont des revenus les plus élevés voient une forte progression de leur salaire, alors que les ménages qui ont des salaires les plus bas voient un net ralentissement de leur salaire. Donc on voit qu'on a cette économie qui est en train de se scinder en deux, avec les grands gagnants autour de l'IA et les perdants. Et la question, c'est de savoir si ces ménages qui n'ont pas des fortes hausses de salaire, ces ménages qui sont très endettés, ces ménages qui n'ont plus d'épargne, qui ont consommé l'épargne Covid, qui maintenant ont du mal à rembourser leur crédit automobile, est-ce que ce n'est pas eux, aujourd'hui, qui vont faire plonger l'économie américaine? Et c'est là qu'est vraiment le débat. Ce n'est pas de se battre, de savoir si l'intelligence artificielle, c'est une réalité ou pas. C'est une réalité. Il y a de l'investissement, il y a sûrement des abus, il y aura des perdants, mais ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On sait qu'il y a certains acteurs qui vont pas profiter autant ou qui ont sûrement surdimensionné leurs investissements, mais ça sera pas immédiat. La vraie question dans les prochains mois, c'est de savoir est-ce que finalement les secteurs qui vont mal ne vont pas commencer à réduire leurs effectifs, est-ce qu'ils vont pas commencer à licencier, est-ce que le marché du travail ne va pas se retourner, et à ce moment-là, si le marché du travail se retourne, est-ce qu'on n'est pas sur un risque d'économie qui ralentit et donc en concentrant tous ces paris sur l'IA, comme l'a fait la bourse américaine, elle a peut-être raison, mais elle sous-estime peut-être les effets un peu cumulatifs où finalement le bas de la lettre K, les secteurs qui vont mal ne vont pas entraîner l'ensemble de l'économie. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est plus là-dessus qu'il faut se focaliser, plutôt que de regarder ce qui va bien, essayer de voir ce qui va mal et si le poids de ce qui va mal ne va pas entraîner l'ensemble de l'économie dans un cycle un petit peu plus négatif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dépendre que d'un seul secteur économiquement, c'est pas forcément un gage de croissance soutenable et d'une croissance bien équilibrée. Et surtout, la dispersion aujourd'hui de revenus, la dispersion de croissance de revenus, les pressions inflationnistes qui sont ressenties pour certains ménages, et on entend pleinement parler. Regardez dans les résultats de Walmart, dans les résultats de Dollar Tree, dans plein de distributeurs discount, on voit qu'il y a une vraie pression de pouvoir d'achat. Et ça, c'est lié à des ménages qui ne profitent pas de l'IA. Donc voilà, il y a quand même une vraie interrogation à avoir aujourd'hui autour de l'économie américaine. Et ça explique pourquoi la Banque centrale américaine est dans une position aussi mal à l'aise. Parce que d'un côté, elle voit que l'économie se maintient, mais de l'autre, elle note et elle observe ces éléments de fragilité. Et ça l'inquiète énormément. Et alors, effectivement, ce qui l'inquiète énormément, comme vous le dites très bien, c'est le marché de l'emploi américain. On est en plein shutdown, même si, alors, selon le conseiller économique à la Maison-Blanche, ce shutdown pourrait prendre fin au cours de la semaine prochaine. On reste, ceci étant, en plein shutdown. Est-ce que vous avez des données? Est-ce qu'on est capable de pouvoir cerner, de comprendre, de mesurer où en est le marché de l'emploi américain actuellement?
Alors c'est vrai qu'on n'a pas les données officielles qui sont publiées. Alors on a quand même quelques éléments, hein. On a chaque État américain qui nous publie individuellement les inscriptions au chômage. Donc il suffit de prendre toutes ces inscriptions, de les sommer, et on a les fameux jobless claims indirectement. Même si le BLS ne les publie pas officiellement, on peut faire le travail d'addition à la place du BLS. Et là, lorsqu'on regarde les jobless claims, il n'y a pas une explosion d'inscription au chômage pour le moment, hein. Donc, on n'est pas sur ce schéma-là à ce niveau-là. Par contre, on voit clairement que les entreprises continuent de geler leur recrutement. Alors, on a un petit indicateur, hein, qui est hebdomadaire, qui est le nombre d'offres d'emploi publiées par le site Indeed. Et sur on voit qu'aux États-Unis, là, on est véritablement sur. On a eu un net ralentissement au début d'année et on voit qu'on continue, hein, de réduire le nombre d'offres d'emploi. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a toute une jeune génération, et je vais refaire le parallèle tout à l'heure avec les crédits automobiles, mais on voit qu'il y a toute une jeune génération qui sont diplômés et qui n'arrivent pas à trouver un emploi. On a vu, hein, le taux de chômage des moins de 25 ans qui a explosé sur les derniers mois, sur les derniers chiffres qu'on avait du BLS. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous sortez et vous essayez de rentrer sur le marché du travail, les entreprises ont complètement gelé leurs embauches. Alors c'est peut-être en partie lié aussi à l'IA, hein, parce qu'on sait que les entreprises ont du mal à ouvrir, sont prudentes dans l'ouverture de postes de juniors, espérant que l'IA va remplacer en partie ces postes. Donc on a sûrement un effet IA dans le comportement d'embauche des entreprises. Mais au-delà de ça, hein, on voit que le marché du travail s'est nettement durci, c'est-à-dire que faute de visibilité, les entreprises américaines ne sont plus à recruter. Et on ne le voyait pas jusqu'à présent vraiment sur le marché du travail, on n'avait pas de dégradation parce qu'on était en sous-effectif. Rappelez-vous les statistiques que l'on avait jusqu'à présent, vous savez, c'est le fameux rapport Jolt, hein, qu'on avait, que nous fournissait le BLS, qui nous donnait le nombre de postes non pourvus. Et en gros, au plus haut, on a eu jusqu'à 2 postes non pourvus par rapport au nombre de chômeurs. Donc voilà, il aurait fallu 2 fois plus de chômeurs pour remplir tous les postes non pourvus. Et là, sur les dernières statistiques, on est à 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il y a autant de postes non pourvus que de chômeurs, hein. Naturellement, ça ne veut pas dire que chaque chômeur pourra être affecté à ces postes non pourvus. C'est beaucoup plus complexe du fait de la formation qu'il faut avoir. Mais on voit qu'on n'est plus aujourd'hui en sureffectif dans les entreprises. Donc tout le ralentissement n'a pas pesé sur l'emploi parce qu'on a eu un ralentissement, mais comme on était en sous-effectif, ça n'a pas eu d'impact sur l'emploi. Mais maintenant, si on a le moindre signal de ralentissement, s'il y a encore des secteurs qui sont en souffrance et qui commencent à véritablement voir un ralentissement, ils commenceront à licencier. Et c'est là qu'on verra une dégradation du marché du travail. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'on n'a pas encore cet indicateur-là. Tout le monde le regarde, tout le monde le surveille, hein. On n'a pas une hausse des inscriptions au chômage, on est dans un marché gelé. Mais on n'est pas encore dans un marché qui s'est retourné. Mais le fait que le marché soit gelé, ça montre quand même que la situation de l'emploi est quand même plus précaire. Et je vous le disais, ça pose un problème parce que tous ces jeunes qui sont diplômés n'arrivent pas à être embauchés. Donc ça veut dire que derrière, ils font peut-être défaut. Et ils font peut-être défaut sur leur crédit automobile. Et on revient à ce que je disais précédemment, hein. C'est-à-dire que ceux qui faisaient des crédits subprime, vous savez, subprime automobile, c'était essentiellement des jeunes, notamment des étudiants, qui avec leur bourse d'études, acheter une voiture, prenaient un crédit automobile, mais ils n'avaient pas de revenus, hein, mais ils espéraient financer leurs études et leur voiture et espéraient trouver un travail rapidement pour rembourser leur crédit automobile. Et là, on voit que c'est en train de coincer. C'est en train de coincer parce qu'ils sont diplômés, mais ils ne trouvent pas d'emploi. Donc, in fine, ils se font saisir la voiture et on n'a pas finalement, on a un taux de défaut qui remonte. Et ça, c'est un signal, à mon avis, c'est un signal. Et dans les enquêtes, alors que vous preniez dans les enquêtes de l'Université du Michigan, on voit qu'il y a une vraie dichotomie, hein, entre des ménages qui sont très optimistes, des fois détenteurs d'un portefeuille boursier qui ont un effet richesse lié à la hausse de la bourse. Ceux qui n'ont pas de portefeuille boursier ont une pression très forte sur leurs revenus et on voit qu'il y a une dichotomie selon les tranches d'âge, hein, avec des jeunes qui sont nettement plus pessimistes. Donc il se passe bien quelque chose dans l'économie américaine. On ne voit pas encore le retournement du marché du travail, on ne l'a pas encore dans nos indicateurs, même si on n'a pas les statistiques du BLS, on voit qu'on a encore des indicateurs avancés qui ne le montrent pas, mais ça reste quand même une situation fragile, et je dirais que suffisamment fragile
pour que M. Powell, la semaine prochaine, nous justifie une baisse des taux. C'est très clair. Non pas que la Banque centrale soit très inquiète sur la croissance dans son ensemble, mais elle reste quand même très inquiète de cette dégradation du marché du travail et elle se dit que ça peut se retourner très vite. Donc, c'est pas illogique que la semaine prochaine, il baisse encore les taux de 25 points de base. Pourquoi mener une politique monétaire restrictive lorsqu'on a des signaux d'affaiblissement du marché du travail? C'est un peu le message que va nous envoyer M. Powell, à mon avis, la semaine prochaine. Une autre lecture sous-jacente aussi qu'on peut faire des derniers discours de Jérôme Powell, c'est la fin du programme de quantitative tightening aux États-Unis. Pareil, c'est un signal positif. Ça veut dire qu'en fait, la Fed a la même grille de lecture que vous. Globalement, il faut soutenir l'économie actuellement. Alors positif pour qui? Oui, c'est positif très clairement dans le sens que la Banque centrale américaine ne va pas reprendre de la liquidité. Alors certains ont vu ça comme un signal positif pour les marchés, mais historiquement ça ne l'est pas, hein, faut être honnête. Mais c'est vrai que qu'est-ce que c'est que le quantitative tightening, hein? C'est que la Banque centrale réduit son bilan et donc finalement la dette d'État qu'elle détenait ou les dettes hypothécaires qu'elle détenait, elle est finalement quand ils arrivent à maturité, elle n'en rachète pas et au contraire elle en vend même sur les marchés. Donc ça peut créer des tensions sur les marchés obligataires et certains ont vu dans l'annonce, hein, dans le dernier discours de M. Powell, avant qu'on rentre dans cette période dans laquelle il ne peut plus communiquer, hein, dans son dernier discours, il a dit qu'ils envisageaient d'arrêter ce QT, hein, ce QT qui avait déjà été largement réduit. Donc ce quantitative tightening va être sûrement arrêté la semaine prochaine, devrait être annoncé à l'issue de la réunion de la semaine prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle dans le sens que la Banque centrale ne va plus réduire son bilan, ne va plus vendre des obligations. Et ça, c'est un élément très porteur pour le marché obligataire, hein, puisque c'est vrai qu'on n'est plus là sur un flux vendeur d'obligations. Donc ça, on pourrait le prendre très positivement. Mais derrière, c'est quand même un signal très fort que nous envoie la Banque centrale, c'est qu'elle commence à réellement s'inquiéter. Alors d'une part, elle s'inquiète de la volatilité des taux longs, ça c'est un premier point, et ça, elle pense qu'à réduire son bilan, plus elle va réduire son bilan, plus elle peut créer de la volatilité. Mais surtout, ça montre qu'elle n'a pas un scénario économique si positif que ça, c'est qu'elle est quand même très inquiète sur la croissance américaine, sur la solidité de la croissance américaine. Et justement, on peut prendre que historiquement, lorsque la Banque centrale américaine arrête les QT, hein, lorsqu'elle arrête de réduire la taille de son bilan, c'est plutôt un signal négatif pour la bourse. Ce qui est un signal positif, c'est paradoxalement lorsqu'elle met en place les QE, hein, lorsqu'elle va augmenter la taille de son bilan, lorsqu'elle fait des achats sur les marchés obligataires, là, ça soutient les marchés et la valorisation des marchés actions. Mais on comprend bien que lorsqu'elle arrête cette reprise de liquidité, c'est qu'elle n'a pas un signal très positif, qu'elle n'a pas des anticipations très positives sur la croissance américaine, et c'est plutôt un signal négatif. Donc, il ne faut peut-être pas se réjouir quand même de cette annonce, même si à court terme, en termes de raisonnement de liquidité, c'est plutôt positif. En termes derrière de ce qui sous-tend à cette décision, c'est plutôt des éléments négatifs en termes de perspective de croissance. Monétaire, la BCE, pareil, se réunit la semaine prochaine. Vous anticipez un statu quo? A priori, oui, parce que vu les discours qu'on a eus des derniers membres, on est sur une inflation qui est pas... Maintenant, pour que la BCE sorte de ce statu quo, il faudrait que l'indice des prix passe en dessous des 2%. Il faut être très, très clair. Là, il n'y a pas de risque inflationniste, hein. On a une inflation qui est légèrement au-dessus des 2% sur la dernière estimation de l'IPCH, hein, mais on est à 2,2, donc on n'est pas sur une inflation forte. On est dans la marge d'erreur, hein, de l'indice des prix. On est autour de 2, donc on est dans l'objectif de la BCE. Et comme la BCE a plutôt un discours positif sur la croissance européenne, alors entre guillemets, parce que ça ne va pas être des rythmes de croissance de 3%, hein, je vous rassure, mais elle est dans l'idée qu'il y a quand même des éléments de soutien, les dépenses publiques dans la défense, les dépenses d'infrastructure en Allemagne, ce sont des éléments de fond qui vont soutenir la croissance européenne. Le pire est sûrement passé au niveau du commerce international, estime-t-elle. Ça peut être sujet à débat, mais pour eux, pour l'instant, ils ne perçoivent plus le risque aussi fort qu'il y a encore quelques mois, lorsqu'on n'avait pas d'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. Donc, voilà, pour elle, il y a quand même des éléments de solidité de l'économie européenne, même si tout n'est pas rose. Et de l'autre côté, on n'a pas de signal de déflation, de risque de poursuite de la désinflation ou de déflation. Donc, pour que la BCE commence à de nouveau reprendre une politique monétaire plus accommodante, il faudrait que l'indice des prix s'éloigne sensiblement des 2%. Donc, ce n'est pas le cas pour l'instant. Au contraire, on a légèrement, on a monté un petit peu, on est passé de 2 à 2,2, mais ce n'est pas significatif, mais on s'accroche, on s'arrime autour des 2%. Donc ça nourrit les anticipations du statu quo.
Pour autant, moi, dans mes prévisions, je fais quand même baisser les taux de la BCE dans les prochains mois. Donc, je diverge un peu du consensus. Le dernier consensus Reuters publié hier montrait que l'essentiel des économistes pensaient qu'il y aurait un statu quo tout au long de l'année 2026. Moi, je pense qu'on va devoir reprendre la baisse des taux en Europe, mais ça, c'est parce que moi, je suis très pessimiste. Et notamment, je pense que l'inflation va pas rester à 2, elle va plutôt, on va reprendre dans le mouvement de désinflation. Donc ça demande à être confirmé. Mais à très court terme, très clairement, on est sur un statu quo. Il ne faut pas attendre de signal positif de la BCE, de soutien supplémentaire de la part de la BCE à très court terme. Justement, sur quoi vous vous appuyez pour anticiper une déflation en Europe? C'est quoi? C'est le marché européen qui commence à être inondé de produits chinois à bas prix. C'est parce que sur la période de février à août 2025, les exportations chinoises à destination de l'Europe ont cru de 21,5 milliards de dollars. C'est qu'un début. Par la force des choses, c'est ce qui pourrait expliquer cette reprise de la baisse de l'inflation, ou c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de croissance en Europe? Moi, je dirais oui. Alors, on peut dire qu'il y a une pression chinoise, mais je ne la pense pas aussi forte que ce que l'on craint, hein. Notamment, il y a une pression chinoise, hein, très clairement sur certains secteurs, notamment l'habillement, hein. Je pense que tout le monde en a conscience de cette concurrence chinoise. Mais par exemple, sur l'automobile, je ne pense pas qu'elle soit si forte que ça, parce que déjà, on voit que la Chine elle-même, elle a mis des licences d'autorisation pour exporter des biens automobiles en Europe, parce qu'elle estime, elle ne veut pas non plus que l'excès de capacité de production en Chine se traduise par une inondation des véhicules chinois sur le sol européen de mauvaise qualité ou qui ne soient pas aux normes européennes. Et donc, on voit que ça ne va pas venir d'un seul coup, ça va arriver, hein, mais ce n'est pas d'un seul coup. Et la stratégie chinoise aujourd'hui, c'est plus d'exporter pour être un input dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement en Asie, ou voire contourner les droits de douane américains en exportant via le Mexique ou via le Canada. Donc, la Chine va pas forcément forcer le marché européen comme ça, inonder les produits européens, qui après signifieraient en plus la fermeture du marché européen, puisque l'Europe réagirait face à ça. Donc moi, je suis pas très inquiet, à part sur quelques secteurs, la sidérurgie, tout ça, où il y a vraiment des risques, hein, l'habillement, tout ça, mais globalement, on va pas être sur une vague très forte d'importation, de désinflation via les produits chinois qui seraient bradés. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a encore une inflation dans les services qui reste élevée en Europe. On est à 3,4 d'inflation dans le secteur des services, qui ne traduit pas une réalité en termes de demande intérieure. C'est-à-dire que si la consommation en Europe se réveillait, et si on avait vraiment un boom de la consommation, je pourrais être un peu plus rassuré et dire que l'inflation va se poursuivre dans les services. Mais je pense qu'il y a un vrai mouvement de désinflation qui va encore se prolonger dans le secteur des services et dans la composante service de l'indice des prix en Europe. Donc, ce qui va vraiment tirer l'indice des prix vers le bas, c'est le fait que les prix des biens vont peut-être moins baisser, mais ils ne seront pas non plus très dynamiques. On sait que ce n'est pas là où on aura l'inflation. Et par contre, les prix dans les services vont continuer de ralentir, notamment parce qu'il n'y a plus de hausse de salaire. Et tout ce qui est service intensif en emploi n'a pas de raison de relever ses prix, d'autant plus que la demande n'est pas là. Si la demande était forte, je ne dis pas le contraire, mais on voit qu'il n'y aura pas de capacité à relever les prix. Et comme les salaires en Europe ont tendance à ralentir, ça veut dire qu'on va bien avoir une poursuite de ce mouvement. Donc c'est vraiment l'inflation structurelle, l'inflation domestique, hein, qui est appelé, à mon avis, à ralentir. Et c'est pas forcément quelque chose qui est intégré pour l'instant dans le modèle de la BCE. Mais moi, si j'avais une thématique à jouer, c'est plutôt cette pression désinflationniste liée au secteur des services qui va tirer l'indice des prix vers le bas, à mon avis, et qui pourrait inquiéter la BCE à un moment donné, puisque si l'inflation ralentit trop dans les services, c'est quand même un signal qu'on est sur quelque chose que les secteurs protégés, même pas exposés à la concurrence chinoise, ce secteur des services est bien en difficulté et n'arrive pas à remonter ses prix. Donc on n'est pas du tout sur un risque inflationniste en Europe. Qui est toujours sur cette thématique inflation aux États-Unis. Cette fois-ci, on est en période de résultats. Vous la suivez de très près. On a l'impression que les droits de douane, la hausse des droits de douane n'a pas encore été répercutée aux consommateurs américains. Comment est-ce qu'on l'explique, alors que vous-même vous anticipiez un impact très important de ces droits de douane sur le portefeuille des ménages américains? Comment est-ce que pourquoi ce n'est pas encore le cas? Oui, alors c'est vrai que j'avoue, jusqu'à maintenant, je suis un peu pris à contre-pied par les statistiques, parce que moi j'étais quand même sur un impact. Alors ce qui est certain, ça on l'a là statistiquement, même si maintenant on n'a plus les statistiques qui sont à jour, mais on le sait, hein, ce sont pas les exportateurs, hein, ceux qui veulent exporter vers les États-Unis, qui payent ces droits de douane, c'est bien les entreprises américaines. Donc on est quand même étonné. Alors premier élément qui explique le fait qu'on n'a pas cet effet, c'est parce que les entreprises américaines trichent.
tout bêtement. Alors ça peut vous paraître étonnant, mais on a un petit élément, hein, tout simplement. Il suffit de prendre les recettes des droits de douane que vous rapportez au montant des importations. Et vous voyez ce taux moyen théorique, et il est à peine de 10%. Alors que officiellement, si vous prenez ce que nous a annoncé l'administration américaine, hein, on devrait être plutôt autour des 30% de taux. Donc, on est nettement en dessous du taux théorique qu'on devrait avoir de droits de douane. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les entreprises américaines sont très malines. Hein, ils savent qu'il y a pas mal d'exemptions. Hein, c'est-à-dire qu'on taxe, mais derrière, il y a des exemptions. D'ailleurs, il y a eu un article du Wall Street Journal il y a 2 jours, hein, qui montrait que M. Trump et l'administration Trump avaient même augmenté les exemptions aux droits de douane, hein, et elles utilisent ces droits de douane. Alors, je vais vous prendre un exemple que vous allez comprendre tout de suite. Si vous importez du cuivre, si c'est un tuyau de cuivre, vous êtes taxé, puisque c'est du cuivre qui est transformé. Par contre, si vous dites ce que j'importe, c'est du cuivre brut, qui va servir après dans mon process de production, bah, vous êtes dans la matière première cuivre, et là, vous n'êtes pas taxé. Donc, selon la catégorie de taxation, vous subissez ou pas les droits de douane. Et il semble que les entreprises américaines aient trouvé quand même suffisamment d'exemptions pour échapper à ces droits de douane. Donc ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, c'est qu'on a constitué des stocks. Et certaines entreprises vivent sur leurs stocks qu'ils ont précédemment constitués, donc ils n'ont pas eu l'objet de répercuter ça encore aux consommateurs américains, et ils savent que le consommateur américain n'est pas prêt à accepter des fortes hausses de prix. Alors après, on a eu quand même quelques entreprises, hein, qui nous ont signalé que progressivement, ils vont monter les prix. Hein. Donc, elles vont essayer de le répercuter, hein, progressivement. Et puis, on voit, alors juste à titre d'illustration, qu'il y a quand même de l'inflation, mais qui ne se voit pas dans l'indice des prix. Je vous prends l'exemple de Coca-Cola, qui vend des canettes plus petites. Et donc, en vendant des canettes plus petites, ils se font une meilleure marge et ils peuvent répercuter comme ça des coûts. Hein. Ils mettent moins de produits, donc c'est un moyen comme un autre. Hein. En laissant le prix inchangé, c'est un moyen comme un autre, finalement, de répercuter des hausses de coûts. Et on a vu que Coca-Cola a été très affecté par ces droits de douane. Et hier soir, hein, on a vu Tesla, hein, Tesla qui, entre autres, hein, pas que c'est pas le seul élément, mais dans ses problèmes de marge, hein, a subi aussi ces droits de douane qui l'affectent beaucoup. Donc il y a des effets comme ça, d'évitement, de contournement, pour temporaliser les choses, hein, qui fait qu'on voit pas encore ces droits de douane. Ça veut dire aussi, côté positif aussi, hein, s'il y a un impact inflationniste, il sera beaucoup plus diffus, beaucoup plus dilué que précédemment, et va pas forcément impacter l'inflation aussi fortement. C'est-à-dire qu'on attendait peut-être un effet marge d'escalier. Vous savez, je augmente les droits de douane de 15% et mes prix vont peut-être augmenter de 3-4% in fine derrière. Bah, ça sera pas ça. Ça n'a pas une marche d'escalier, mais c'est peut-être plutôt quelque chose qui va se diffuser progressivement dans le temps et qui va maintenir l'inflation à un niveau élevé. Donc, si vous croyez les enquêtes aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on aurait une inflation américaine qui resterait autour des 3-4%, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la Banque centrale américaine, mais je pense que la Banque centrale a statué, elle a dit que même si cette inflation continuait de déraper, ça serait relativement temporaire, qu'il n'y aurait pas de boucle prix-salaire. Et de fait, si vous avez le marché du travail qui se dégrade, on sait que ça ne va pas se répercuter sur les salaires, et que cette inflation qui se maintient, qui est peut-être un petit peu élevé, mais qui n'est pas non plus sur un choc inflationniste, mais qui se maintient à un niveau élevé, va plutôt peser sur la conjoncture domestique, va plutôt peser sur la capacité et le pouvoir d'achat des ménages. Alors, si en plus vous rajoutez un scénario d'un marché du travail qui se dégrade et des salaires qui continuent de ralentir, là, on aura peut-être plus un effet récessionniste qu'un effet inflationniste à long terme. Et donc, ça peut justifier et ça peut rendre cohérent le fait que la Banque centrale baisse quand même ses taux, malgré ce choc des droits de douane. Je dirais que les droits de douane, ça sera peut-être le petit plus qui accélère finalement un scénario dit de stagflation. C'est-à-dire que ça ne va pas vous créer une récession comme on pouvait le craindre il y a encore quelques mois, mais ça va plutôt vous générer une faible croissance économique avec une inflation qui se maintient, mais qui n'est pas appelée à se maintenir à long terme, parce que finalement, on va avoir les effets récessionnistes qui vont l'emporter sur les effets peut-être de soutien à la croissance américaine, comme les investissements autour de l'IA. Donc, on a bouclé. On a bouclé le discours, on va dire. On a bouclé le discours. Dernière question pour totalement boucler le discours. Christian, on l'a bien compris. Selon vous, l'or, valeur refuge par excellence, va, dans une tendance haussière, va continuer à naviguer sur des plus hauts historiques. De l'autre côté, on a les actifs risqués qui sont par essence représentés par l'intelligence artificielle, les valeurs de la tech. Christian, qui se trompe actuellement? Bonne question.
Qui se trompe, je pense que effectivement, alors personnellement, moi je pense il y aura une force de rappel hein, sur les valeurs technologiques et tout ce qui est. Alors plusieurs raisons. D'une part, quand on a un marché qui monte sur un seul secteur, c'est le cas aujourd'hui. Hein, vous avez une décorrélation des secteurs entre eux. C'est-à-dire qu'en général, un marché solide et fort quand tous les secteurs vont dans le même sens. Parce que si tout le monde est optimiste, on joue tous les secteurs d'activité. Bon, là, on a bien compris, et assez justement d'ailleurs. Hein, la bourse a raison, elle a sélectionné, elle a pris que ce qui marchait bien dans l'économie américaine. Mais le fait qu'on ait une décorrélation de la performance sectorielle avec un ou deux secteurs qui tirent l'ensemble de la hausse de l'indice, c'est toujours un signal de fragilité. C'est un indicateur de risque. Et donc, toujours, historiquement, lorsqu'on a cette décorrélation comme aujourd'hui, on tombe sur une corrélation intrasectorielle qui est à peine à 60%, ça veut dire qu'il va y avoir une correction de l'indice derrière. Donc moi, je pense qu'on se trompe à tout miser sur l'IA. C'est pas que c'est faux, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas qu'il n'y a pas des mauvais résultats, mais ça aide de plus en plus le fait qu'on prend un risque, on concentre le risque, et à la moindre déception, on l'aura. Et moi, je vois deux types de déceptions autour de l'IA. Soit on aura un Nvidia qui va nous annoncer j'ai pas produit autant de plus que je voulais parce que j'ai des problèmes, j'ai pas un problème de demande, mais c'est un problème de production, j'arrive pas à augmenter mes cadences de production, j'ai des éléments qui font que je n'arrive pas à suivre la demande. Donc ça sera un problème d'offre, mais de capacité de croissance de l'offre, soit ça sera une déception parce qu'on va avoir une concurrence qui va s'attiser. Je vous prends un exemple, Nvidia, maintenant il y a AMD, on voit qu'il y a par exemple aussi Oracle qui essaye de faire une percée dans tout ce qui est data center pour concurrencer Amazon, Amazon Web Services, Microsoft et Google. Donc il y aura un moment donné, on aura soit une déception sur les marges parce que la concurrence s'intensifie, soit une déception parce que l'offre ne suit pas la demande, et je pense qu'il y aura un coup d'arrêt. Après, est-ce qu'il y aura un coup d'arrêt parce qu'on s'aperçoit que l'IA n'offre pas autant de productivité, de gains de productivité qu'on le souhaitait? Ça pourra arriver, c'est ce que semblent donner les premiers investissements, et on voit qu'il faut être très sélectif. Certains secteurs en profitent pleinement, mais d'autres beaucoup moins, et on n'a pas les effets de levier identiques selon les secteurs. Mais ça, je pense qu'il va falloir attendre encore, parce que là, on est encore dans la constitution des puissances de calcul, on est en train encore de réfléchir comment on va déployer l'IA. Donc, ça ne sera pas avant un an, à mon avis, on aura peut-être des sources de déception. C'est un peu trop tôt pour. Donc, s'il y a un choc de marché, c'est sur une publication. Et moi, je pense que ça sera sur une déception. Et comme on a tout misé sur ce secteur, la correction sera là. Donc, l'erreur, à mon avis, entre guillemets, hein, s'il y a une erreur ou s'il y a un excès d'optimisme, c'est d'avoir tout mis sur une seule thématique. Et donc, ça veut dire qu'on est très sensible à cette seule thématique. On n'a pas forcément. Et donc là, ça peut véritablement entraîner un retournement du marché. Donc, moi, je voudrais plutôt cet effet publication qui déçoit, et soit sur les marges, soit sur l'offre, mais sur la capacité de répondre à la demande. Mais ce sera plus ça, à mon avis, où sera la déception dans les prochains mois. D'autant qu'on peut presque parler de consanguinité quasiment dans ces valeurs de l'intelligence artificielle qui investissent, on le voit ces dernières semaines, elles investissent toutes les unes dans les autres. Du coup, on imagine s'il y en a une qui périclite, elle va entraîner tout le secteur américain quasiment. Oui, on a eu quelques exemples. Par exemple, aujourd'hui, Oracle est le maillon faible aujourd'hui hein, de ces entreprises qui investissent massivement. Pourquoi? Parce que contrairement à Google, à Meta, toutes ces entreprises, tous ces hyperscalers, ils ont énormément de liquidités. Ils sont pas endettés. Donc, quand ils nous disent qu'ils investissent quand Microsoft a investi dans le ChatGPT, dans OpenAI, hein, ils avaient les moyens. Ils s'endettaient pas pour ça. Alors qu'on commence à voir maintenant des acteurs qui sont beaucoup plus fragiles financièrement, qui sont obligés de lever des capitaux sur les marchés obligataires pour financer leurs investissements. Et donc derrière, il y a un risque de dette. C'est plus seulement un risque, j'ai consommé ma trésorerie que je savais pas quoi en faire et que finalement j'ai trouvé une utilité à mon cash. Maintenant, un Apple aujourd'hui, quand ils investissent, même s'ils sont en retard, s'ils investissent massivement dans tout ce qui est IA, ils ont largement les moyens d'investir sans représenter un risque. Donc après, peut-être qu'ils vont se tromper dans cet investissement, mais ça ne mettra pas du tout en risque la situation financière de la société. Par contre, des acteurs comme Oracle, qui aujourd'hui sont très endettés et s'endettent encore plus pour faire des data centers, eux seront très sensibles si leurs investissements dans les data centers offrent une rentabilité plus faible qu'attendue. Et si derrière, on apprend que certes, ils ont pris des parts de marché, mais en sacrifiant leur marge, on va dire que derrière, ils empruntent. Et donc là, on n'est pas dans la même situation et on est dans un risque économique. Donc attention à regarder, surveiller
surveiller les maillons faibles. Moi, par exemple, un des maillons faibles, c'est AMD, parce que AMD a promis d'augmenter fortement sa production de puces pour concurrencer Nvidia, mais on sait que AMD aura des problèmes pour trouver des mémoires à large bande qui ne fabriquent pas eux-mêmes, mais qui vont se fournir auprès d'autres acteurs. Donc, ils sont sensibles à l'augmentation plus globalement de mémoire à large bande. Et si jamais ils n'arrivent pas à avoir ces mémoires, ils ne vont pas produire les puces qu'ils nous ont promis derrière. Donc, on peut avoir une déception, par exemple, sur AMD sur ce sujet-là, et on pourrait avoir une déception sur les marges autour d'Oracle. Donc, vous voyez, je vous donne des exemples concrets, hein, mais ça peut être une de ces publications qui peuvent véritablement fragiliser cette thématique autour de l'IA, et ça peut être assez violent à ce moment-là. Eh ben, écoutez, on va suivre tout ça de très près parce qu'effectivement, il y a une vraie question et une vraie interrogation autour du secteur de l'IA. Évidemment, tout le monde reste très attentif à tout ça. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce matin. Christian Parizeau, vous êtes fondateur d'Altair Economics avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre comment fonctionne la planète éco, et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, Christian, et à très bientôt. Nous, de notre côté, écoutez, on va s'arrêter là. J'ai été ravi d'être avec vous tout au long de cette matinée. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube TV Finance, ou bien sur notre site internet tvfmedia.fr. Voilà, cette édition du 23 octobre est terminée. J'étais ravi d'être avec vous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est les résultats d'entreprise qui vont driver beaucoup les marchés financiers, et avant les réunions des principales grandes argentiers de la planète dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance et on se retrouve demain dès 8h55. À demain.